Je pense que c'est particulièrement par rapport au pays d'origine de ces migrants une affaire de sinistre mémoire, puisqu'il y a une histoire du rapport entre les États-Unis et Haïti qui date de la Révolution haïtienne, c'est-à-dire du moment où Saint-Domingue, l'ancienne colonie française, devient Haïti. À cette époque, Dessalines, puis ses successeurs, essayent, Dessalines qui est le premier gouverneur à vie, puis empereur d'Haïti, celui qui a fait l'architecte de l'indépendance d'Haïti, essayait de tisser des contacts avec d'autres pays que la France. Le Royaume-Uni, les États-Unis. Ces rapports avec les États-Unis, qui devaient être des rapports commerciaux pour écouler le sucre, le café, l'indigo, les différentes productions d'Haïti. Ce rapport avec les États-Unis, ce rapport commercial a existé pendant quelques mois, quelques années, avant que les représentants du sud des États-Unis, les hommes politiques du sud des États-Unis, ne commencent à s'en alarmer et se disent que ces esclaves qui prétendent traiter d'égal à égal avec les Blancs, ça pouvait causer des problèmes. Le fait que des marins haïtiens viennent se déplacer, accostent tranquillement dans les ports aux États-Unis, ça peut poser des problèmes. On avait peur qu'ils, propagent qui sème la révolte, qui sème l'idée de la révolte, l'idée de la rébellion aux esclaves aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'était, à l'arrière de la tête d'un certain nombre d'Haïtiens eux-mêmes. Et donc, il y a eu finalement un bannissement qui s'est produit, un bannissement des bateaux haïtiens, une traque des Haïtiens, une espèce de crainte et de rage contre ces marins noirs français, comme les appelaient à l'époque les Américains, et donc l'haïtien était devenu l'ennemi à abattre. Je ne dis pas que les personnes qui réalisent aujourd'hui ces violences contre les Haïtiens ont cet imaginaire très clairement en tête, mais en tout cas il y a une histoire, notamment au sud des États-Unis, de détestation, évidemment de tous les Noirs, de crainte de tous les Noirs, mais particulièrement des Haïtiens, en tant que, pour ainsi dire, terroristes du point de vue du système colonial. Et donc, on a cette histoire qui se joue, je pense, sous-jacente à ces types de violences, et aussi évidemment l'histoire du Sud, qui est une histoire de lynchage. Et donc ces migrants, on les voit se faire lyncher. Mais ça nous dit que malgré la manière dont on a fait grand cas de figures aussi singulières qu'Obama, Kamala Harris maintenant qui est l'actuelle première ministre, malgré le fait que les personnes aux États-Unis se délectent de la musique d'artistes noirs, cette représentation, cette présence noire sur les grands écrans et même à des fonctions prestigieuses de l'appareil d'État, n'atténue pas une espèce de détestation et de crainte séculaire que les Américains, cette nation, entretient à l'égard des personnes noires, quelle que soit leur origine, quel que soit le pays d'où ils proviennent, et que, disons, ces espèces d'éléments hautement symboliques qu'on nous a présentés comme ouvrant la porte vers une Amérique post-raciale, vers une fin des communautés, vers une espèce de triomphe d'une Amérique aveugle à la couleur, que tout cela, c'était finalement une vaste blague, en tout cas un trompe-l'œil. Il suffit que ces populations noires, comme c'est évidemment le cas de n'importe quel migrant, et surtout quand ils viennent de pays comme c'est le cas d'Haïti aujourd'hui, qui n'ont absolument aucune possibilité de faire levier ou d'avoir un poids diplomatique. Ce sont des personnes qui sont absolument abandonnées à elles-mêmes, des personnes absolument sans ressources internationales pour les soutenir, à part ces quelques institutions dont vous avez parlé qui peuvent émettre des rapports, qui peuvent émettre des avis, mais en tout cas, ils sont aux mains de personnes qui ont, qu'on le veuille ou non, comme partie prenante de leur héritage culturel, la culture du lynchage, la culture de la violence contre les personnes noires et de la mise à mort. Je pense qu'il y a des tentatives. On a vu que les assassins de George Floyd ont été condamnés. J'habitais il n'y a pas si longtemps à Philadelphie et on a
eu le recrutement d'une nouvelle chef de la police qui était une femme noire et qui avait la réputation d'être une personne plutôt libérale, disons, c'est-à-dire une personne plutôt, disons, de gauche, de centre-gauche. On a, disons, des tentatives dans certaines villes, si évidemment la tendance politique l'autorise ou l'encourage, des tentatives d'amener une certaine réforme policière. Cela n'a pas empêché évidemment de nombreuses violences, cela n'a pas empêché des meurtres pendant que j'y étais, des meurtres commis par la police, notamment contre une personne atteinte de schizophrénie dans mon voisinage qui était en crise, qui a été abattue. Ça n'empêche pas beaucoup de choses. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a malgré tout des tentatives et une tentative d'instaurer, disons, ce qu'on appellerait des meilleures pratiques dans certains endroits. Je ne dis pas dans tout, la police aux États-Unis s'est extrêmement décentralisée, et dans d'autres endroits, au contraire, cette tentative, disons dans les grandes métropoles du Nord, avec des grandes populations hispaniques ou des grandes populations noires, comme c'est le cas de Philadelphie, cette tentative, disons, d'amoindrir le mordant, comment dire, sécuritaire de la police peut causer en réaction dans d'autres municipalités, soit du Sud, soit d'autres municipalités plus conservatrices, au contraire le désir de continuer cette course folle qui a été faite depuis les années Clinton, d'armer la police avec des armes de guerre, de continuer à les entraîner à des techniques militaires, comment dire, inspirées de l'armée israélienne ou même de l'armée américaine elle-même. Ce type de méthode-là, au contraire, continue. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs comment dire, trains qui roulent côte à côte et qu'on a différentes tendances qui sont à l'œuvre. Encore une fois, c'est dû à la grande décentralisation des forces de police, le fait que chaque ville ait les clés en main pour gérer sa propre police, le fait aussi que les procureurs qui sont élus et une espèce de poids ou de force qui joue également. On a donc ici un paysage extrêmement éclaté et surtout extrêmement politique. Toutes ces questions-là sont des questions politiques. Une police qui fait sa publicité sur le fait d'être une police compréhensive, on appellerait en France une police de proximité, c'est quelque chose qui, dans les villes plutôt libérales, dans les villes plutôt à gauche, va séduire, alors qu'au contraire, se dire tough on crime, ça veut dire dur contre le crime, être le représentant d'une police ou le promoteur d'une police brutale, sans pitié et tolérance zéro, c'est aussi un argument électoral pour un procureur, par exemple, ou pour un maire, dans un autre contexte. Donc c'est extrêmement fluctuant et surtout c'est beaucoup de communication, quoi. Et dans les faits, on a tout de même une police très bien armée et qui a tendance à faire un usage particulièrement immodéré, si j'ose dire, de sa légitime défense. Parce que c'est ça le principal problème de la police aux États-Unis, en ce qui concerne en tout cas les affaires de crime, les affaires de crimes policiers, de violences policières entraînant la mort, c'est cette espèce d'extension délirante de la légitime défense qui fait qu'on tue préventivement. Et ça, c'est un problème, et ça fait partie, je pense, de la culture de la police aux États-Unis en général, malgré les bonnes intentions que peuvent avoir certaines municipalités, certains procureurs, etc.